Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode en solo, mais je vous confirme qu'il y aura bientôt des invités sur le podcast. J'ai vraiment hâte de pouvoir échanger avec des personnes qui sont un peu experts des sujets dont on va parler sur Jardin d'automne. Je voulais commencer le podcast en vous remerciant pour le super accueil qui a été fait et pour tous les retours que vous avez déjà pu donner. C'est incroyable de voir que le format il vous plaît et que vous partagez le podcast autour de vous. Alors aujourd'hui on va parler de motivation. Moi je suis quelqu'un qui a toujours fait énormément de trucs en plus des cours, j'ai toujours eu beaucoup d'activités. Quand j'étais petite par exemple, j'avais le sport plusieurs fois par semaine, la musique, les scouts. Et une fois que j'étais ado et que je pouvais rajouter des jobs, commencer à travailler, j'ai eu pas mal de jobs étudiants. Tout ça toujours en essayant de pouvoir voir mes amis, mon copain, ma famille. Et ça m'est souvent arrivé qu'on me demande un peu comment je fais pour faire autant de choses et si mes journées elles font 24 heures comme tout le monde. Et je pense vraiment que si j'arrive à faire tout ça, c'est parce que j'arrive à recruter la motivation nécessaire pour tout faire. Soyons honnêtes de suite, bien sûr qu'il y a des jours où je fous absolument rien parce que juste j'arrive pas à m'y mettre. Je suis pas un monstre de discipline infaillible, mais je pense que la motivation ça se travaille. Et c'est bien de connaître 2-3 astuces qui permettent de se bouger même quand on n'en a pas l'envie. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il y a 3 types de croyances qui vont expliquer notre motivation ou notre intention à faire quelque chose. À savoir le sentiment de contrôle, le sentiment d'efficacité et l'évaluation des coûts et bénéfices qu'on peut faire. Je vais prendre un exemple pour illustrer un peu tout ça. Pour l'instant, moi je suis étudiante en master en neuropsy à l'université et je vais imaginer du coup que j'ai un gros examen bientôt, on va dire physio pour ceux qui connaissent. Je dois étudier, c'est vraiment ça que je dois faire et ma motivation, elle va varier en fonction de ces 3 variables-là. Ma motivation, elle sera meilleure si j'ai un sentiment de contrôle qui est intérieur. Si je pense que j'ai un contrôle sur mes actions et les choses qui arrivent, je vais être plus motivée à faire ce que j'ai à faire. Dans mon exemple, si je pense que le fait de réussir mon examen, ça dépend de moi et de mon étude, je vais être plus disposée à le faire que si je pense que réussir mon examen dépend juste de l'humeur du prof au moment où il va poser les questions. Si je rate mon examen, ma motivation à retravailler, elle va être meilleure si je pense que c'est parce que moi j'avais pas assez étudié plutôt que si je pense que c'est la faute du prof. Ça permet d'avoir une marge d'action, le fait de se responsabiliser et de se sentir acteur de ce qu'on veut faire. Ma motivation elle sera également meilleure si j'ai un sentiment d'efficacité suffisant. On en a parlé un peu dans le dernier épisode sur la confiance en soi, mais croire qu'on est capable de mettre en place le comportement qu'on veut faire, ça va venir augmenter la motivation. Si je sais pertinemment que je suis incapable d'étudier 8 heures d'affilée le même cours et que c'est ce que j'ai mis dans mon programme, je vais pas du tout être motivée, ça va me démoraliser, je vais pas me bouger. Alors que si par contre je me suis mis une session de 2 heures dans mon horaire et ça je sais que c'est possible pour moi, ce sera déjà plus facile de me sortir du lit et d'aller m'installer plutôt que de traîner encore 2 heures sur TikTok parce que je repousse le moment de le faire. Et enfin ma motivation, elle sera différente en fonction de l'évaluation coût-bénéfice que je vais faire de la situation. On va naturellement peser le pour et le contre du fait de s'y mettre, et dans la balance, il va y avoir du positif et du négatif, à savoir les avantages et les inconvénients. Au niveau du positif, l'attente de résultats, ça va pouvoir me motiver. Je sais qu'en étudiant, j'augmente mes chances de réussir mon examen et je serai sûrement fière de moi après avoir étudié. Dans le cas où on parle de motivation à faire du sport, savoir que aller à la salle, aller courir, aller me balader, ça va me permettre de me vider la tête et que ça va être bon aussi pour mon corps, ça peut être des moteurs. Au niveau du négatif, ça va être un peu les freins dans la vie de tous les jours. D'abord, c'est pas le moment, je suis fatiguée, je ferai ça plus tard, ça va me prendre du temps, ça va pas être confortable, j'ai la flemme. On a un peu des champions pour trouver des excuses, de toute façon. Et à un moment donné, si on veut ou si on doit vraiment faire quelque chose parce qu'on n'a pas le choix, on a une deadline au boulot, dans la vie privée, à l'école, il faut arriver à ce que les avantages ils puissent dépasser les inconvénients dans cette balance. Dans un modèle du changement, Di Clemente et Prochaska, ils définissent 5 étapes par lesquelles on passe quand on met en place justement un nouveau comportement. Et les premières étapes avant l'action en tant que telle, elles dépendent de l'évaluation coût-bénéfice. Donc c'est quand même assez important de pouvoir venir trouver le positif pour faire pencher la balance dans ce sens-là.
Moi par exemple, quand je me réveille à 7 heures du mat pour aller à la salle, mon premier réflexe c'est de me dire que j'ai pas envie. Il fait froid, c'est trop tôt, ça va être dur, j'ai pas envie de sortir du lit. Mais après je me motive en me disant, bah je sais que ça va me faire du bien, je sais que je vais voir les petits papis que je vois les matins quand j'y vais. Quand je sortirai de là, je serai grave contente d'avoir été parce que ça m'aura fait du bien. Et en général, ça marche plutôt bien. Il y a des jours où c'est plus dur que d'autres, je vais pas vous mentir, mais en général, j'essaie de voilà, mettre le positif dans la balance pour que ça surpasse un peu le négatif. Je trouve aussi ça important de pouvoir venir chercher et trouver du sens à ce qu'on fait. Le pourquoi c'est nécessaire de faire ça, ça aide à se mettre en route. Je trouve beaucoup plus dur de faire des choses sans réellement savoir pourquoi, plutôt que quand on a du sens, des objectifs clairs, ça permet de pouvoir se motiver. Et puis une fois qu'on est dedans, quand c'est des comportements qu'on vise à répéter, bah, on va commencer à forger des habitudes et ça va devenir plus facile de se motiver. On aura déjà expérimenté les avantages de ces comportements-là, on sait à quoi s'attendre, on sait qu'on est capable de le faire, donc on crée un peu une routine et notre cerveau il y réfléchit plus vraiment. Tout ça, ça m'amène à passer à la suite du podcast. On va parler un peu de comment utiliser la motivation pour passer à l'action. C'est pas la motivation toute seule qui va faire que je me mets à étudier, je me mets au boulot, je mets mes affaires de sport. C'est pas toujours suffisant pour vraiment passer à l'action pour faire ce qu'on doit faire. On peut être super motivé à commencer un projet, à développer une idée, mais on passe pas à l'action. On repousse parce qu'on sait pas par où commencer, parce qu'on a peur, on sait pas quelle est la première étape. Et quelque chose que je répète souvent à mon copain, c'est qu'il faut établir un peu un plan d'action, un plan de bataille contre la flemme. Il faut pouvoir se fixer des objectifs, des buts à atteindre. Ça va nous motiver en fait de les barrer de la liste. Il faut essayer de pouvoir planifier ce qu'on veut faire de façon à dire je ferai telle chose à tel moment et de telle manière. Pour vraiment optimiser un comportement, il faut essayer d'établir le où, le quand et le comment du but qu'on cherche à atteindre. Il y a pas mal d'études qui prouvent que ce qu'on pense prédit ce qu'on fait et le fait d'imaginer réellement une situation, ça aura plus de chances d'activer le fait de le faire au moment prévu. En ce moment, je suis en stage, j'essaie d'aller 4 fois plus ou moins à la salle par semaine. Si je me dis juste ça, que je vais y aller 4 fois, c'est sûr que je vais pas y aller. Il y aura des jours où je vais être fatiguée, je vais avoir d'autres choses à faire, je vais pas forcément trouver le temps d'y aller. Et si j'ai pas réservé de tranche horaire pour ça, quand j'aurai du temps libre, je vais me mettre sur une série parce que j'ai pas en tête le quand. Au contraire, si j'ai vraiment en tête le quand de mon comportement, si j'ai fixé les jours où je veux y aller et qu'il faut juste que j'ai un moment de libre dans cette journée-là pour faire mon sport, c'est noté dans un coin de ma tête, j'ai beaucoup moins de chances de pas le faire. Fixer des objectifs clairs et précis, ça permet vraiment du coup d'optimiser, de maximiser la motivation et le fait qu'elle mène à atteindre son but. Ça nous est tous déjà arrivé, je pense, d'avoir super envie de bouger, de sortir, faire un truc, mais on n'a pas d'idée. On sait pas où aller, on sait pas quoi faire, on sait pas avec qui, et on finit par pas bouger du tout. Il faut pouvoir planifier les étapes et surtout les découper en petites tâches et fixer des objectifs réalisables. Parfois, je trouve qu'on est démotivé face à la quantité de choses qu'on a à faire. C'est un peu comme si on avait une montagne à gravir directement. Et si on fractionne en sous-tâches et sous-objectifs, ça amène plutôt qu'à avoir cette énorme montagne en face de soi, à apercevoir plusieurs petites collines et pas direct l'Everest. Je sais que ça m'arrive de me sentir dépassée parce que j'ai l'impression que jamais j'arriverai à tout faire et ça me paralyse un peu la charge de travail. J'ai vraiment pas envie de m'y mettre parce que juste ça me paraît insurmontable et ce que je fais alors c'est j'essaie de faire une to-do où je mets les plus petites étapes et je me sens beaucoup plus capable de faire ces petites étapes et du coup je suis plus motivée à me mettre au boulot. Si mon objectif c'est de courir un marathon dans un an, mon tout premier objectif ça va pas être de demain aller courir 10 km dans mes baskets sous la pluie. Je vais sûrement pas y arriver, je vais être dégoûtée et grande chance est que je vais jamais y retourner. Mon premier objectif, ce serait plutôt du coup d'aller acheter des chaussures et peut-être de préparer une playlist ou de télécharger un podcast pour essayer d'aller courir 2 km. Ça, je pense être capable de le faire. Et puis, une fois que ça se sera fait, je serai motivée à le refaire et à m'améliorer à chaque fois. Alors que je vais vraiment mal le vivre si je pars avec des attentes trop hautes. Donc si je résume un peu ce dont on a parlé jusqu'à présent, c'est que la motivation, elle est dépendante de 3 composantes. Sentir qu'on a une marge d'action personnelle, sentir qu'on est capable et penser que ça vaut le coup de faire ce qu'on a à faire.
Et il faut établir un plan de bataille pour aider à vaincre cet ennemi commun qui est la flemme et pouvoir parfois découper en plus petites étapes. Mais les jours de grande flemme, comment on fait ? Pour moi, dans ces cas-là, il y a un peu deux grands cas de figure possibles. Soit on doit vraiment faire ce qu'on a à faire parce qu'on a une deadline, on a un truc à rendre au boulot, à l'école, on a une date importante dans notre vie privée. Soit c'est pas forcément affaire de vie ou de mort de faire ça là, maintenant, aujourd'hui. Si vous devez ou que vous voulez vraiment mettre en place cette chose au moment T, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la règle du 3-2-1 et d'y aller. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose à faire, vous n'allez pas tergiverser, vous n'allez pas avoir le temps de réfléchir à ce qui se passe, vous allez vous dire 3, 2, 1, c'est parti. Vraiment, vous allez prendre 3 secondes et puis vous vous mettez en action. À ce moment-là, vous n'avez même pas le temps de penser au pour et au contre, de peser vos avantages et vos inconvénients. Hop, vous êtes debout, vous faites ce qui doit être fait et c'est fini, vous êtes dedans. Cette méthode-là, elle permet vraiment le passage à l'action. Vous êtes là, vous savez que vous avez quelque chose à faire, mais vous n'arrivez pas à vous décider, à vous lancer dedans. 3, 2, 1, c'est parti. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est essayer de vous fixer des récompenses. On dit toujours, après l'effort, le réconfort. Et quand vous avez une tâche qui vous donne pas envie, mais alors pas du tout envie, et que vous devez le faire, vous pouvez peut-être essayer de vous convaincre en vous accordant un petit plaisir après. Une pause café, une pâtisserie, une balade, un moment sur les réseaux. Quelque chose dont vous pouvez vous réjouir une fois que cette tâche un peu chiante sera derrière. Ça vous motivera à finir, ça vous motivera peut-être à aller plus vite et au moins ça vous permettra de finir la tâche sur quelque chose de positif. Donc ça c'est vraiment dans le cas où c'est vraiment dur, c'est la grosse flemme, mais vous n'avez pas le choix, il faut y aller. Par contre, si c'est pas nécessaire ou trop important pour vous de faire ce que vous avez à faire là de suite, il faut aussi pouvoir s'écouter et être flexible avec la discipline. C'est sûr que si on reporte à chaque fois les tâches ou exercices qu'on apprécie moins, au bout d'un moment ça va poser problème. Mais parfois c'est bon de s'écouter et de pas se flageller non plus. Il y a des jours plus compliqués que d'autres. Il y a des événements dans nos vies qui vont faire qu'à tel moment, ce sera pas forcément possible pour nous de trouver la motivation. On n'est pas forcément disponible pour ce qu'on aurait aimé faire. Il faut pouvoir le reconnaître et l'accepter. C'est plus contre-productif qu'autre chose de se frustrer sur les mauvaises journées. Des fois, ça sert à rien de se forcer alors que notre corps ou juste notre esprit a besoin d'un break. Et même avec toute la bonne volonté du monde, on n'y arrivera pas en fait. Vaut peut-être mieux dans ces moments-là s'accorder un moment pour pouvoir mieux repartir après. J'ai un ami, Kev, si tu nous écoutes, qui me dit souvent que je suis super exigeante avec moi-même et c'est vrai que j'ai cette habitude de vivre à 1000 à l'heure, de faire plein de choses et en général d'être super motivée dans ce que je fais parce que j'aime la vie, j'aime ce que je fais. Et il y a des jours sans, c'est normal, il y a des jours où je suis fatiguée, il y a des jours où mon cerveau il décide de pas être coopératif et je suis super dure envers moi-même dans ces cas-là. Ça me frustre énormément de pas être capable d'accomplir la même charge de travail que ce que je fais dans mes bonnes journées. Et cet ami-là, il a vraiment le don de pouvoir me faire prendre du recul et me dire que ça sert à rien de me forcer, si ça marche pas, ça marche pas, et ça marchera sûrement mieux demain. Mais c'est vraiment en se forçant qu'on risque de se dégoûter et de se démotiver, de perdre l'envie, de vraiment perdre l'envie de faire les choses. Donc si vous avez un jour où ça marche pas, et même si au fond vous avez toute l'envie du monde d'étudier, d'aller faire du sport, d'appeler ce pote que vous devez appeler depuis 3 semaines, si c'est pas votre journée aujourd'hui, bah c'est pas votre journée aujourd'hui, c'est pas mortel. Il y a demain, il y a après-demain, il y a même toute la vie au fond. Bon, peut-être pas quand c'est des trucs importants, mais ce que je voulais dire en concluant ce podcast, c'est que c'est super important d'être motivé dans ce qu'on fait, de pouvoir trouver un sens et une envie à tout ce qu'on a envie de mettre en place, que ce soit au boulot, dans la vie privée, à l'école, dans le sport, dans vos relations. C'est super chouette, mais c'est pas non plus une obligation de tous les jours avoir la patate, de tous les jours être motivé. Il y a des fois on fait ce qu'on a à faire parce qu'on doit le faire. Il y a des fois où c'est difficile et c'est important de pouvoir accepter ces fluctuations-là dans votre humeur. Il y a aussi un peu une dimension tempéramentale. Il y a des personnes qui vont toujours être super positives, d'autres qui ont peut-être parfois un peu plus de mal. C'est ce que tu disais tout à l'heure, pouvoir un peu travailler sur cette fameuse balance coût-bénéfice.
Le but de cet épisode du podcast, c'est de pouvoir vous donner des clés pour améliorer et mieux engager votre motivation, mais c'est en aucun cas une ligne de conduite unique et constante de comment garder votre motivation, de c'est ça que vous devez faire. Non, c'est pas le cas, c'est juste pour pouvoir vous permettre de connaître et de conscientiser un peu les processus qui peuvent entrer en jeu pour pouvoir agir là-dessus quand vous en avez besoin. J'espère que tout ce que j'ai raconté, ça vous aura été utile et qu'en sortant de l'écoute de ce podcast, vous vous sentirez ultra motivé. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à y laisser vos retours. À bientôt!